Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais essayer de vous parler, on m'a dit de vous parler de la législation de l'Union européenne en moins de 20 minutes. Donc, je vais essayer de faire au mieux. Et on va commencer tout de suite. Comment ça va? Ah, ok, c'est là. Ok. Ok. Ah, c'est gentil. Hein. Ok, donc les diapositives sont en anglais, mais bon, je vais vous parler en français puisque je suis quand même dans mon pays de naissance. Donc il y a environ à peu près 40 ans de législation, donc il y a un paquet de législation qui est quand même assez développé. C'est vrai que la législation, pour résumer, est essentiellement ciblée sur les animaux d'élevage, mais il existe aussi une législation spécifique sur les animaux de laboratoire, donc ce qu'on appelle les animaux utilisés à des fins scientifiques, et une petite directive aussi sur les animaux dans les zoos. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aussi toute une partie de la législation européenne qui n'est pas la législation sur le bien-être animal, mais qui interagit, donc, et notamment tout ce qui est politique agricole commune, puisqu'on a des interactions, notamment ce qu'on appelle la conditionnalité en français, donc cross-compliance, qui implique que certaines aides peuvent être distribuées que si certaines conditions de bien-être sont respectées, des aides au développement rural, et puis il y a aussi, on voit le bien-être apparaître aussi dans la législation sur la production biologique et aussi sur l'étiquetage des œufs, mais ça j'en reparlerai un peu plus tard. Merci. Alors, donc ça a déjà été cité plusieurs fois, l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Bon, il y a des gens qui l'ont traité comme dans le... Il est apparu dans le traité de Lisbonne en tant qu'article, mais avant il existait dans le traité d'Amsterdam. Et ce que je voudrais, je ne vais pas vous le lire en détail, mais simplement je voudrais souligner quelques mots que j'ai soulignés moi-même, hein, ce n'est pas dans le traité ça. Donc c'est d'abord à propos des politiques de l'Union. Ça veut dire qu'on parle de ce qui relève des compétences de l'Union. Donc il y a beaucoup de champs qui ne sont pas du domaine de l'Union et donc qui ne tentent pas dans les obligations de cet article. Donc on a une liste de politiques de l'Union qui sont nommément citées dans le traité, hein, l'agriculture, les pêches, le transport, etc. Et c'est uniquement dans le cadre de ces politiques que l'Union a une obligation de tenir compte du bien-être des animaux. Donc ça, c'est la première réserve, hein, parce qu'il y a souvent des demandes, en particulier sur, par exemple, les chiens errants, par exemple. Bon, bah, c'est typiquement un sujet où les compétences de l'Union paraissent quand même, ça ne rentre pas dans les politiques de l'Union, du transport, du marché intérieur, etc. Donc on ne voit pas tellement comment l'Union pourrait être compétente dans ce domaine-là. L'autre point qui est important aussi à souligner, c'est qu'il y a une réserve importante hein, qui est en bas, qui est le respect des dispositions administratives des États membres en ce qui concerne les questions religieuses, hein, les questions traditionnelles et culturelles. Donc, typique, on a plein de lettres sur la corrida. Bon, ben là, on est typiquement dans des exclusions culturelles. Que ça choque ou ça choque pas, ça, c'est une autre chose. Mais c'est comme ça dans le traité. Et c'est important de bien comprendre ce cadre du traité, parce que sinon, on a des attentes qui sont bien au-delà de ce que l'Union européenne peut faire, sachant quand même, et ça, il ne faut pas l'oublier, que les États membres restent compétents sur ces questions-là. Donc, c'est de leur business. Et c'est important de bien voir que c'est une considération, c'est-à-dire que ce n'est pas une base juridique pour faire du bien-être animal, c'est une considération. C'est-à-dire que quand on fait des politiques dans d'autres domaines, on doit prendre en compte cette question-là, mais c'est pas, on ne peut pas se servir de ça comme une base légale pour faire ce qu'on veut. C'est ça qui est une différence que souvent les gens ne comprennent pas bien, mais comme j'ai compris qu'il y avait beaucoup de juristes dans la salle, je pense qu'ils verront bien la différence. Suivante. Donc, je vais surtout développer ici la question sur les animaux d'élevage, parce que c'est mon domaine, hein, je suis un peu égoïste, mais c'est vrai qu'il existe une directive très, très spécifique sur les animaux de laboratoire et qui ne relève pas non plus de notre compétence administrative, donc c'est une autre direction générale qui s'en occupe, mais elle est aussi très substantielle. Donc, on a 5 directives qui sont ce qu'on appelle des normes minimales, hein, donc ça veut dire que les États membres ont la capacité légale d'aller plus au-delà de ça. Et puis, on a 2 règlements, et la différence en termes juridiques est importante, puisque les règlements sont d'application directe aux citoyens, aux entreprises,
alors que les directives doivent être transposées, c'est-à-dire qu'elles doivent être transcrites en droit national. C'est ça la différence. Et aussi, comme je vous l'ai dit, c'est que les États membres peuvent aller au-delà dans une directive. Ils peuvent, ce qu'on appelle faire du gold plating, c'est-à-dire aller mettre un peu plus, si on veut, alors que dans les règlements, en général, le règlement s'applique tel quel et ils n'ont rien à faire qu'appliquer. Alors, on va aller en suivant. Je ne rentre pas dans les détails parce que je vais repartir. Alors, on a une directive générale qui est sur les animaux d'élevage et qui concerne tout. On a parlé de la catégorie des animaux. Donc là, on est sur les vertébrés, uniquement. Et cette directive, c'est une directive de principes généraux. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Il y a des règles générales sur comment dire, les personnes, comment on enregistre les données, etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a un lien très direct avec, alors là encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais un lien très direct avec une convention européenne qui a été élaborée dans le cadre du Conseil de l'Europe, donc qui n'est pas une institution de l'Union européenne, mais qui reste une institution européenne, qui s'occupe de la protection des animaux d'élevage. Donc le Conseil de l'Europe, qui est un organisme différent de l'Union, a élaboré avant même la législation européenne, a élaboré des conventions, notamment celle-là. Et cette convention a la particularité d'avoir été ratifiée, en quelque sorte, par l'Union européenne, et donc est reflétée par cette directive, mais aussi donc, a une forme d'application indirecte. Et elle est illustrée, entre guillemets, non seulement par des principes généraux, mais par des recommandations qui comptent, il y a une douzaine de recommandations, je pense, qui concernent vraiment des espèces particulières. Suivante. Alors, on a aussi des directives spécifiques, donc on en a 3, 4. Donc, une sur les poules pondeuses, avec un système de classification des systèmes de production. Et ce qui est important, et ce qui a été quand même un grand changement dans ces récentes années, ça a été surtout l'interdiction des cages, ce qu'on appelle des cages traditionnelles, ou les cages, enfin, le terme officiel, c'est non enrichi. Bon, peut-être pas très très sexy, mais bon, c'est comme ça. Et ça a été interdit pour tous les élevages à partir du 1er janvier 2012. Et donc ça a été une forme de révolution quand même, puisque l'Union européenne quand même est une zone de production très très importante, et ça a vraiment été la première dans le monde. Et aujourd'hui, donc, on a quand même, je dirais, une amélioration liée à cette production-là. Et alors, diapositive suivante, merci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est cette directive est liée, puisqu'on en a un peu parlé, ça a été évoqué par, sur le welfare quality, on a parlé des questions d'étiquetage. Et ce qui est intéressant, cette directive a clairement été liée à l'élaboration d'un système d'étiquetage de la catégorie des œufs, donc avec un code qui est obligatoire, qui doit lier en fait l'étiquetage à un système de production. Et donc, on voit très bien que ça a été utilisé par le système de la distribution pour faire un marketing des œufs. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment qu'il y a quand même une législation spécifique qui cadre en fait les appellations entre origine biologique, plein air, etc. Alors, ensuite, on a une directive qui est un peu oubliée, mais qui a quand même eu son importance aussi. C'est la directive Veau, et qui a surtout visé à son origine, enfin dans son historique, surtout à viser un élevage concentrationnaire des veaux, et qui interdisait en particulier le fait que les animaux vivent en complète isolation, qu'ils soient complètement sans lumière ou complètement attachés, et qu'ils aient une alimentation qui soit déséquilibrée. Bon, aujourd'hui, ce système fonctionne très très bien. En fait, ce qui m'a fait beaucoup plaisir une fois, je ne suis pas à l'origine de la directive, donc je peux le dire, c'est qu'on a rencontré des éleveurs, parce qu'au départ, quand cette directive a été appliquée, ils ont tous dit c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Et puis, 10 ans après son application, ils ont dit, en fait, ça marche mieux avec ça. Et ça rejoint un petit peu la discussion qu'a eue Isabelle Vessier tout à l'heure, c'est que je pense qu'il faut vraiment aussi ne pas nécessairement voir le bien-être comme un conflit nécessairement avec les producteurs. Il y a aussi des capacités, et c'est logique, que des animaux mieux traités aussi aient des avantages de productivité. Suivante. Alors, il y a eu aussi une directive sur les porcs. Alors, le changement le plus, le plus visuel, c'est celui-là. Ça ne marche pas? Si, ah si, ça marche. Donc ça, c'est le système qu'il y avait avant le 1er janvier 2013. Et ensuite, ça a donné ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'obligation pour toutes les truies et les cochettes d'avoir au moins une partie de leur vie, c'est pas 100% encore, on n'a pas
résolu tous les problèmes techniques, mais de vivre en groupe pendant une partie de leur vie. Et ça, là encore une fois, ça a changé quand même la vie de pas mal d'animaux. Et c'est intéressant parce que l'Union européenne aujourd'hui est un modèle et qui commence à s'exporter, c'est-à-dire qu'on commence aussi à avoir des chaînes de distribution ou des grandes chaînes de restauration à l'extérieur de l'Union européenne qui sont demandeurs de ce genre de standards aussi. Donc c'est quand même aussi intéressant à voir. Ensuite, on a une directive sur les poulets de chair, donc une des plus récentes historiquement, et qui établit des règles en matière de densité d'élevage. Mais ce qui est intéressant pour moi à souligner ici, c'est que c'est la première, puisqu'on en a discuté avec le Welfare Quality, c'est la première législation qui établit un lien entre des normes et des résultats sur les animaux. L'idée étant qu'on peut aller avoir des densités plus élevées si on a un meilleur contrôle, en particulier en abattoir, pour voir si les animaux ont des lésions qui montrent un état de mal-être ou en tout cas quelque chose qui ne va pas bien dans l'élevage, dans une mauvaise gestion de l'élevage. Donc ça, c'est intéressant, c'est une des premières, enfin c'est la première directive qui a vraiment introduit ce concept-là, tout en sachant qu'il y a quand même une limite maximale de densité, maximale, même si tout va bien, quoi. Donc c'est pas n'importe quoi. Alors on a aussi deux règlements, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc il y a un règlement sur le transport qui est défini, alors c'est un règlement qui est extrêmement long et qui définit des conditions administratives et techniques assez détaillées, qui est très normatif, mais qui s'explique aussi par le fait que le transport des animaux, c'est un système où il y a beaucoup d'acteurs qui sont très différents, qui transportent les animaux. Ça peut être non seulement des fermiers, mais ça peut être des négociants, ça peut être des abattoirs. Il y a vraiment une population très variée et des transporteurs spécialisés. Mais c'est aussi une activité qui a un niveau ce qu'on appelle un niveau d'entrée au niveau économique qui est très faible. Acheter un camion, bon, à l'échelle d'une entreprise, c'est pas grand-chose. Et donc, ça veut dire qu'on a des gens, c'est pas comme un avion, quoi. C'est pas comme un gros bateau. Et ça veut dire aussi que en termes d'investissement, il n'y a pas un risque considérable. Et donc, on a une population très, très variée qui fait ce genre d'activité. Et je pense que ça justifie une approche assez prescriptive, justement parce qu'on a une grande hétérogénéité sociale pour transporter des animaux. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, on a un règlement sur l'abattage et qui, alors, bon, en gros, ce qui est intéressant, c'est qu'il liste une méthode des détourdissements autorisés, à part les questions d'abattage rituel, mais je ne veux pas rentrer dans ce débat-là parce que là, on y est pour 3 heures. Mais je suis ouvert à toutes les questions s'il y en a. Ce qui est important ici, et c'est pareil, c'est un règlement qui est plus récent, puisque vous avez vu, la date c'est 2009, donc il est aussi après les poulets de chair, et il introduit aussi cette notion de résultat. On a eu pendant très longtemps une obligation d'avoir, par exemple, des conditions techniques sur l'étourdissement des animaux, mais on ne demandait pas aux entreprises d'abattage de vérifier que l'animal était proprement étourdi. Dans ce règlement, il y a une obligation de contrôle, en fait, que l'étourdissement, effectivement, fonctionne. Pas systématiquement, mais au moins sur un échantillon représentatif. Et ça, c'est très intéressant parce que, à mon sens, ça ouvre la voie d'abord vers une certaine flexibilité, mais aussi à ne pas se focaliser uniquement sur les moyens, mais aussi sur le résultat. Et moi, je suis assez content parce qu'il y a, comment dire, l'EFSA, donc l'organisme, l'agence qui s'occupe des questions scientifiques, a produit un rapport qui est malheureusement une série d'opinions qui ont été un peu ignorées, mais qui donne vraiment des éléments très précis pour comment vérifier si un animal est étourdi en abattoir. Et à mon avis, ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Bien sûr, le bien-être des animaux en abattoir, ce n'est pas que l'étourdissement. Enfin, c'est quand même une question importante. Et je pense que jusqu'à présent, les séries de visites de nos organismes d'audit ont montré que globalement, sur en tout cas tout ce qui est viande rouge, on a eu des résultats qui sont quand même assez intéressants et une industrie qui se sent impliquée et donc qui travaille aussi sur le bien-être. Donc il y a aussi l'obligation d'avoir des normes standards opérationnelles. Ça veut dire qu'ils doivent non seulement ils doivent décrire précisément qu'est-ce qu'ils font, comment ils gèrent un problème de bien-être. Et aussi, point important que je n'ai pas mentionné dans les autres réglementations, mais qui existe aussi dans plusieurs réglementations, notamment dans le transport, c'est l'obligation de formation et de compétences.
Et on pense, en tout cas les résultats, on pense qu'une meilleure compréhension aussi du bien-être de l'animal, aucun problème, ça va être essentiel aussi pour que ça soit mis en œuvre correctement. 5 minutes. Notamment, oui, j'ai bien vu. Hein. Non, je suis très myope, je sais. Mais là, j'ai bien vu. Et que la formation, c'est aussi un domaine qui est essentiel pour que la réglementation soit bien comprise. Parce que je sais encore que les jurys sont très attachés aux mots et aux lois, etc. Moi, je suis vétérinaire, donc je suis un petit peu, je dirais, je m'intéresse aux faits aussi. Et on peut avoir des super législations, mais si les gens ne les comprennent pas, si elles ne sont pas appliquées, ben, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Donc, la formation, c'est important. Et puis aussi, il y a la question de la viande importée. C'est le seul règlement qui impose une norme de bien-être sur les produits importés qui viennent en dehors de l'Union. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Alors, parce que dans le titre, il y avait la législation, il y avait la mise en œuvre. Alors, je vais aller très très vite sur la mise en œuvre puisque j'ai que 5 minutes. Donc, ce qui est important, c'est que dans cette diapo, je voudrais souligner que la mise en œuvre, c'est d'abord le rôle des États membres. Okay, c'est eux qui ont les inspecteurs, c'est eux qui ont le staff, c'est eux qui ont les équipements. La commission, c'est simplement un chef d'orchestre. Mais la musique, elle n'est pas faite par le chef d'orchestre. Tout seul, c'est silence. Okay, donc, les instrumentistes, c'est les États membres. Donc ça, c'est la chose importante. Et ils ont un tas de choses à faire. Ensuite, la prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on fait la Commission européenne elle-même? Elle a un rôle de vérifier effectivement que les États membres jouent leur partition correctement. Ça, c'est vrai. Donc, il y a plusieurs outils qui existent, notamment les audits de l'Office vétérinaire. Ensuite, à la prochaine. Et aussi, il y a un rôle de soutien, c'est-à-dire que de plus en plus aussi, on a un rôle de formation des inspecteurs. Donc, il y a un programme qui s'appelle Better Training for Safer Food qui existe. Et puis, on a aussi la possibilité de questionner l'Agence européenne de sécurité alimentaire qui produit des opinions scientifiques. Donc ça, c'est aussi une chose importante. Et bien sûr, on produit des interprétations et possiblement des lignes guides. Voilà, alors ça, c'est la dernière, donc je suis dans les temps. Quels sont le futur? Alors, pour l'instant, pour être honnête, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins parce que, bon, c'est peut-être pas connu de tout le monde, mais actuellement, il y a une restructuration de l'ADG. On a eu un nouveau directeur général. Et donc, on a une réorganisation de tout ce qui se passe à l'intérieur. Ce qui est sûr, c'est qu'on a établi en 2012 une stratégie sur le bien-être des animaux et on doit la compléter. Et c'est vrai qu'il y a encore pas mal de choses à faire, notamment en termes de production d'études, de rapports, mais aussi de lignes guides. Donc ça, c'est la première orientation et c'est très important et ça va nous occuper quand même de façon notable. La deuxième chose aussi, c'est la mise en œuvre. C'est vrai que les années avant ont été surtout la production de législation, mais que la mise en œuvre n'était pas le travail essentiel de la Commission. Et aujourd'hui, c'est vraiment, il y a encore des sujets qui sont largement, il y a des parties de la législation qui restent encore largement ignorées. Et donc, la Commission va plus travailler sur ces questions-là, notamment avec un équilibre entre, je dirais, la carotte et le bâton. Donc, un peu plus de lignes guides et d'orientation, mais aussi peut-être aussi de temps en temps des procédures d'infraction quand c'est nécessaire. Aussi, donc, troisième orientation stratégique, ça sera de créer des plateformes de discussion. Donc là, je ne peux pas rentrer trop dans les détails parce que c'est encore comment dire, à l'état embryonnaire, ce n'est pas encore très bien défini. Mais l'idée, c'est aussi de faire un lien entre les questions de bien-être avec les autres questions sociétales, notamment de développement durable, mais aussi des questions qui sont très, entre guillemets, à la mode, comme la résistance antimicrobienne dans les élevages, des questions environnementales. Donc, de lier aussi ces questions-là avec le bien-être animal, parce que c'est évident qu'il y a des liens et on ne peut pas travailler le bien-être animal complètement tout seul, quoi. Et enfin, donc, le dernier axe stratégique pour le futur, mais qui existe déjà, c'est le travail au niveau international, c'est-à-dire pour nous en dehors de l'Union, puisqu'on est quand même en matière de bagage législatif très très avancé par rapport au reste. Et il y a un travail qui doit être fait au niveau des institutions normatives. C'est bon, j'ai fini. Et j'ai vu le panneau. Hein. Et donc, il y a un travail, ce qu'on appelle multilatéral, qui est fait au niveau des organisations multinationales, essentiellement aujourd'hui, ça a déjà été cité, donc l'OIE, l'Organisation mondiale pour la santé animale, qui a quand même élaboré, je ne veux pas dire de bêtises, mais plus d'une dizaine quand même de normes internationales sur cette question-là. Donc il y a quand même
comment dire, un matériel technique qui existe au niveau international. Et puis, en parallèle, il y a un travail qui est bilatéral, donc qui se fait pays par pays, puisque l'Union a comment dire, des négociations de commerce avec certains États. Et donc, à chaque fois, il y a toujours une clause sur le bien-être, qui est une clause essentiellement coopérative et qui vise à renforcer un peu le dialogue ou la discussion. Bon, mais c'est vrai que c'est toujours un peu difficile parce que les normes sont un peu différentes, mais il y a quand même des progrès notables, notamment en Amérique latine. Donc je pense que c'est à peu près tout. Voilà. Donc on est quand même très très avancé en matière de législation, tant en termes de champ qu'en termes des normes qu'on a mises en œuvre. Il y a aussi des trous, puisque je vous ai dit qu'il y a des questions qui ne relèvent pas de notre compétence. Je pense que ce qui est important, c'est aussi de comprendre que le bien-être animal, pour que ça avance, ce n'est pas seulement un problème de texte, mais c'est aussi un problème, on a parlé d'éducation, de compréhension, de viabilité économique. C'est que la mise en œuvre est essentielle. Donc le rapport avec les autres parties prenantes, les parties intéressées, c'est très très important. Et voilà, et donc on ne peut pas aussi travailler complètement avec la globalisation, même si le marché agricole reste un marché qui a quand même au niveau européen encore des protections. On est obligé aussi d'essayer de travailler aussi au niveau international de façon plus étendue. Merci beaucoup.